Madame, Monsieur, bonsoir. Analyse de la future administration Trump dans cet épisode de questions d'actu. Sa prestation de serment prévue le 20 janvier est encore loin, mais Donald Trump annonce déjà les membres de son administration. Le 47e président américain a nommé plusieurs de ses proches à des postes clés. D'abord, on retrouve Marco Rubio au poste de secrétaire d'État. Rubio est partisan pour un renforcement des relations entre les États-Unis et le Maroc. Il voit comme un pilier de stabilité et un allié fiable dans la région. Et on peut dire qu'il ne voit pas le voisin de l'Est du même œil. Diplomatie toujours, Élise Stefanik rejoindra le poste d'ambassadrice aux Nations Unies. La républicaine de 40 ans a fait ses armes au sein de l'administration Bush. Et dans cette valse de nomination qui a suivi son élection, le président élu désigne Stephen Witkoff au poste d'émissaire spécial pour le Moyen-Orient. C'est un grand ami et un soutien de la première heure de Donald Trump. Witkoff sera une voix implacable pour la paix, selon le communiqué officiel de sa désignation. On retrouve aussi un certain Tom Homan au poste de tsar des frontières. Et puis, la nomination qui a fait couler le plus d'encre est incontestablement celle de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, comme ministre de l'efficacité gouvernementale aux côtés de l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. On notera aussi que le président élu Donald Trump et le camp conservateur réussissent un tiercé gagnant avec la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès. Alors comment se présente ce deuxième mandat de Donald Trump avec toutes ces nouveautés, notamment pour le Moyen-Orient et le Maroc? Réponse ce soir avec nos invités. D'abord, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Washington l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonsoir Calvin. Bonsoir. Plaisir renouvelé de vous accueillir sur cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Et depuis Vancouver, l'expert en stratégie politique, Hicham Moatadid. Bonsoir, docteur Moatadid. Un plaisir renouvelé aussi de vous accueillir dans l'émission. Merci pour l'invitation, Madame Khadija. Et avec nous depuis Paris, Gérald Olivier, journaliste spécialiste des États-Unis, auteur du livre Sur la route de la Maison-Blanche, un dictionnaire des élections présidentielles américaines. Bonsoir, Gérald Olivier, et merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Avant de parler de cette future nouvelle administration Trump, peut-être un commentaire sur image, d'abord sur cette rencontre hier entre le président sortant et le président élu à la Maison-Blanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait quand même une bonne ambiance, les sourires fusés, et on les voyait presque, je dirais, contents de se voir. Je commencerai par Calvin Dark. Vous êtes à Washington. Un commentaire d'abord sur comment l'opinion publique américaine a accueilli cette rencontre. Oui, je crois qu'en général, c'était bien accueilli parce que ça représente une transition de pouvoir paisible. C'est normal dans la démocratie. Nous nous souvenons que Donald Trump, il n'a pas fait avec Biden. Alors, le contraste, c'est très important. Je crois que pour les démocrates, c'était très mal vu la manière que Joe Biden a fait ça. Pourquoi? Il lui faut faire la transition, tout le protocole, ça c'est pas un problème. Mais la manière dont il a accueilli Donald Trump, il a dit « Welcome back » à la Maison-Blanche, comme il était ancien ami. Et nous savons que il y a 2 semaines, il disait qu'il était le danger historique pour les États-Unis. Et je crois que ça représente la mentalité de Joe Biden. Il vivra dans les années 70, où il y avait des différends entre les démocrates et républicains, mais à la fin de la journée, il prenait un verre. Il ne reconnaît pas que nous sommes dans une situation très différente. Et je crois que ça a vraiment touché les partis démocrates parce qu'un des critiques de la campagne Biden-Harris, c'était que
leurs accusations contre Donald Trump, il n'y avait pas beaucoup de proies derrière eux, c'est peut-être hyperbolique. Et quand il serre la main avec Donald Trump, comme il est ancien ami, sans reconnaître qu'il fait ce qu'il faut faire comme président, ce que Donald Trump a refusé de faire en 2020, il normalise ce que fait Donald Trump et je crois que ça, c'était très mal vu, surtout des démocrates. Gérald Olivier, un commentaire sur cette rencontre qui a été quand même assez particulière. On a vu le couple Biden tout sourire, pareillement pour Donald Trump. On aurait même cru apercevoir une certaine complicité. Oui, alors c'est vrai que dans le cadre du processus de transition des États-Unis, c'est important que ce type de rencontre se déroule dans un esprit, je dirais, de coopération. Donc ça, c'est tout à fait louable, comme le disait votre intervenant il y a quelques secondes. Après, moi, je remarque deux choses. La stratégie de diabolisation de Donald Trump pendant la campagne a échoué. Les électeurs américains, manifestement, n'ont pas suivi ce que leur disaient les démocrates, ni Kamala Harris, ni Biden, ni d'autres, et ils ont voté massivement pour Donald Trump, et personne ne vote pour voir détruire sa propre démocratie. C'est donc qu'aux yeux des Américains, cette diabolisation, ce n'était rien d'autre que de l'hyperbole politique, et une hyperbole franchement très discutable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je remarque, il y a en effet un sourire sur le visage de Joe Biden qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, parce que Joe Biden, d'une certaine façon, sort vainqueur de tout cet affrontement. Il a été, on lui a demandé de se retirer au mois de juillet. On l'a forcé à se retirer. Il n'a pas du tout apprécié ce coup d'État contre lui mené par le parti. Du coup, le fait que celle qui l'a remplacé ait échoué à gagner l'élection, ce n'est pas forcément pour lui déplaire. Et je rappelle que pour l'histoire, Joe Biden restera le seul homme politique américain qui aura réussi à battre Donald Trump. Hillary Clinton a essayé, elle a perdu. Kamala Harris a essayé, elle a perdu. Et il n'y aura pas de mandat supplémentaire pour Donald Trump. Donc, personne ne sera plus confronté à cette personne. Et Joe Biden peut avoir comme héritage politique d'être le seul homme politique à avoir jamais battu Donald Trump lors d'une élection présidentielle. Et je suis persuadé qu'il en est fier. Donc, d'un certain côté, son sourire s'explique aussi par ça. Il est moins perdant qu'il n'y paraît. Et lui savait très bien que les accusations très violentes portées contre Donald Trump, d'extrémisme, de nazisme, de tout ça, c'était de l'esbrouf, c'était une façon d'essayer de détourner l'électorat contre lui. Ça n'a pas marché, donc il continue, je dirais, le processus classique d'une transition démocratique dans le cadre américain. Et le grand gagnant de cette politique de diabolisation, comme vous dites, des démocrates à l'encontre de Donald Trump, ce sont les républicains. Le Parti républicain a remporté 218 sièges de la Chambre des représentants, donc majorité. Ils avaient déjà raflé la majorité au Sénat et la Maison-Blanche, donc un tiercé gagnant. Hicham Moatadid, un commentaire aussi sur ce que signifie cela en termes de pouvoir aujourd'hui détenu par les républicains aux États-Unis. En fait, comme on l'a tous constaté, observé lors de cette rencontre, de cette première rencontre de passation ou de transition politique entre les deux administrations, les démocrates ont voulu démontrer ou projeter une image des garants de cette transition institutionnelle en respectant la reconnaissance officielle du choix du peuple américain, mais aussi ils voulaient profiter de cette occasion aussi pour projeter l'image d'une civilité des démocrates qui essaient vraiment de véhiculer tout au long de la campagne électorale, mais aussi qui portent dans leurs valeurs. Maintenant, de l'autre côté des républicains, Trump, et on l'a constaté, des mots prononcés, au moins, c'est-à-dire devant les caméras, c'est qu'il voulait rassurer les démocrates et aussi dire qu'il est là pour
faire une certaine rupture entre le contexte électoral et celui vraiment d'être le président de tous les Américains. Et c'est pour ça qu'il a répété le mot que la politique n'est pas facile, c'est dur en fait la politique. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis là, je suis la personne qui va être le président de tous les Américains. Et aussi, il voulait en fait s'inscrire dans cette transition d'une manière institutionnelle. On l'a observé, et aussi en se basant sur les mots qu'il a prononcés. Et aussi, il voulait véhiculer cette image, en fait, du vainqueur des élections. Et un dernier point que je voulais mentionner, c'est le fait que je suis là et prêt à être engagé et prendre, en fait, le contrôle ou le volant politique, en fait, des Américains et la politique américaine. En tout cas, le contrôle du Sénat est pris par les Républicains. Pareil pour les chambres des représentants. Je réitère donc que c'est un élément très, très important. Et puis aussi, il a commencé, il s'est engagé, mais il a commencé aussi à engager les membres de sa future administration. En tout cas, ce qu'on peut remarquer de premier abord, Calvin, c'est qu'il est composé, ce cabinet de Trump, ou en tout cas ce gouvernement Trump, de fidèles. C'est un peu une tradition américaine. Ce n'est pas propre à cette administration de Donald Trump. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, mais je crois qu'il faut... le système américain est un peu différent. Premièrement, qu'est-ce qu'il cherche, Donald Trump, pour les personnes dans ces postes? Il cherche l'obéissance, la loyauté et obéissance complète à l'agenda de Donald Trump. Pourquoi je dis ça? Donald Trump même, il a dit après les élections de 2020 qu'un des plus grands obstacles pendant le premier mandat, c'était les républicains traditionnels qui ont essayé de reformer l'approche, les positions de Donald Trump pour être un peu plus conforme à la tradition. Alors, il a dit que s'il gagnait, et il a gagné, pour le deuxième mandat, il ne veut pas d'opposition de l'intérieur. Alors, il cherche obéissance et aussi, il ne veut pas quelqu'un qui va essayer de changer son avis sur une question. Deuxièmement, je crois qu'il faut signaler qu'aux États-Unis, les ministres, les secrétaires n'ont pas de pouvoir. Ils ont le pouvoir donné par le président. C'est-à-dire, quand un secrétaire est confirmé, il a le dossier, mais il peut faire ce que le président veut faire, même s'il n'est pas d'accord avec la décision. On dit en anglais, they serve at the pleasure of the president. Alors, c'est pas comme dans les autres pays où il y a vraiment de pouvoir. Si le président ne suit pas d'accord avec la décision d'un ministre, il peut virer le ministre sans aucune explication. Et ça, c'est pas juste Donald Trump, ça, c'est normal. Alors, je dis ça, pourquoi? Parce que quand on voit les positions politiques, les déclarations du passé de ces nominés, il ne faut pas trop analyser ça pour voir ce qu'ils vont faire comme ministre ou secrétaire, parce que ça indique le conseil qui va donner le président, mais Donald Trump, surtout Donald Trump, il veut les gens qui vont exécuter ses ordres, c'est tout. Je crois important. Deuxième chose, c'est exceptionnel dans notre système. Pourquoi Donald Trump veut utiliser le système recess appointments, c'est-à-dire de nominer et confirmer les nominés quand le Congrès n'est pas en séance? C'est pas parce qu'il n'a pas la majorité au Sénat. Il a la majorité. Il peut avoir la confirmation de tous ses nominés, mais il ne veut pas l'interrogation sur ces nominés parce que quelques-uns n'ont pas d'expérience, n'ont pas le CV, ils ont leur propre polémique et il sait que les démocrates n'ont pas de pouvoir dans le processus de confirmation, mais ce qu'ils peuvent faire dans les audiences télévisées, il peut se rappeler les Américains des controversés, des déclarations racistes, problématiques des nominés. Et Donald Trump ne veut pas ça. Alors, il a dit, il ne veut pas s'écarter du processus normal
pour confirmer ces nominés. Alors, je crois que ça donne signe à l'approche de Donald Trump pour ce deuxième mandat. Il ne veut pas conformer aux normes, à la tradition ou peut-être même la loi comme il a fait dans le premier mandat. Alors justement, allons dans le détail avec vous, Gérald Olivier. Si on prend par exemple d'abord cette nomination de Marco Rubio à la tête de la diplomatie américaine, est-ce qu'on peut dire que déjà elle laisse présager une certaine offensive diplomatique pour les mois, voire les années à venir? Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis de Donald Trump vont prendre leur place à part entière, je dirais, sur la scène internationale et clairement chercher à imposer leur vision d'une paix à travers la force. C'est, je dirais, le fondement de la politique étrangère des États-Unis, de ne absolument pas rechercher la guerre, de ne absolument pas chercher à étendre ou à créer des conflits, au contraire de chercher à résoudre les conflits qui sont en cours. Il y a deux conflits majeurs actuellement, c'est le conflit au Proche-Orient, la guerre à Gaza et contre le Hezbollah et contre le Hamas, et le conflit israélo-palestinien dans un sens plus large, donc le conflit au Moyen-Orient, et puis vous avez le conflit en Ukraine. Et sur ces deux points, Donald Trump a clairement fait savoir qu'il entendait œuvrer pour parvenir à la paix dans les deux cas. Marco Rubio sera le volet, je dirais, diplomatique de cette démarche. Il ne sera pas le seul. Vous avez noté M. Witkoff, qui est l'envoyé spécial au Moyen-Orient, nommé par Donald Trump, qui est un milliardaire de l'immobilier de New York, lui-même de confession judaïque, et très proche de Netanyahou et très partisan d'Israël. Donc l'orientation des États-Unis dans ce débat sera très très claire. Mais l'idée, c'est que avec sa force, ses moyens, sa persuasion et je dirais sa capacité stratégique derrière, les États-Unis vont s'impliquer dans ces conflits pour œuvrer à trouver une solution. Ce que l'administration Biden n'osait pas faire. Elle a toujours été attentiste et elle a soutenu, je dirais, d'une seule main, mais sans jamais se détacher et sans jamais chercher à œuvrer de manière plus systématique vers une solution. Ça, c'est ce qui va changer radicalement à partir du mois de janvier et qui pourra, on l'espère, déboucher dans un premier temps sur des cessez-le-feu. Je crois que ce sera la première chose, aussi bien en Ukraine qu'au Proche-Orient, et puis ensuite des négociations. Négociations qui, à mon avis, seront plus faciles dans le cadre du dossier ukrainien, plus difficiles dans le cadre du dossier du Moyen-Orient, mais on commencera par avoir une Amérique, des États-Unis, qui, bien que toujours impliqués, œuvront à chercher une solution diplomatique et pacifique. Comment voyez-vous l'avenir justement des accords d'Abraham avec cette nouvelle administration, Hicham Ouachadid? Je pense en fait qu'avec la nomination de l'envoyé ou de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike, ça va vraiment, Trump va essayer de profiter de cette amitié ou de ce rapprochement entre Mike et Netanyahou pour mettre de la pression sur le gouvernement israélien d'arrêter en fait la guerre le plus tôt possible pour que cela permette en fait la renaissance de ce projet dont jouissent en fait les républicains depuis le premier mandat de Trump. Donc ce que je vois moi à ce niveau et à mon avis, c'est que ce que Trump va essayer de faire, c'est d'orienter en fait Mike à mettre de la pression sur le gouvernement israélien afin d'arrêter la guerre le plus tôt possible pour permettre justement à faire renaître en fait ce projet des accords d'Abraham. Pourquoi? Parce que d'abord dans la philosophie en fait des républicains, ou encore plus, en fait, selon la vision de Trump, ils vont essayer de retirer le plus possible des militaires américains sur la scène internationale parce qu'ils veulent, en fait, focaliser leurs efforts politiques sur l'Amérique d'abord. Et je pense que parmi, en fait, les tactiques ou les stratégies que l'administration Trump va essayer de faire, c'est d'utiliser en fait le renvoi spécial au Proche-Orient afin de mettre beaucoup plus de pression sur le gouvernement israélien pour qu'il arrête la guerre le plus tôt possible, ce qui va vraiment ouvrir en fait des canaux diplomatiques à mettre en place ou à renforcer ces accords d'Abraham. Justement, en parlant de cela, Marco Rubio connaît très bien le Maroc, Calvin Dirk.
Oui, 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 il connaît. Je crois qu'il est peut-être le seul nominé normal. Il est conservateur, mais il a beaucoup de crédibilité. En fait, je crois que la crédibilité, c'est l'obstacle de la confirmation pour Marco Rubio. Je dis ça en tant que démocrate. Je soutiens Marco Rubio parce qu'il soutient les causes que je soutiens. Pas aux affaires internes aux États-Unis, mais affaires étrangères. Mais l'opposition à Marco Rubio, maintenant, c'est pas des démocrates. C'est plutôt les MAGA républicains parce qu'ils représentent l'établissement, les républicains traditionnels. Et je crois que maintenant, il y a beaucoup de critiques parce que Donald Trump, il a dit qu'il cherche des ministres, des secrétaires qui vont bouleverser l'État, le deep state, l'État profond. Et je crois que ça, c'est vraiment l'obstacle. Mais je crois qu'il va être confirmé et je crois que s'ils peuvent être convaincants pour Donald Trump, peut-être il peut faire ce qu'il fait dans le Sénat depuis 20 ans. Je crois aussi il faut souligner que parce que Donald Trump n'a pas le droit d'un troisième mandat, tous ces nominés cherchent au spotlight pour eux pour se positionner comme candidat contre J.D. Vance pour 2028. Et alors, Donald Trump, il est très doué pour manipuler ce système parce qu'il veut être le faiseur du roi pour ce processus et il sait qu'il va donner les opportunités pour les républicains qu'il soutient. C'est-à-dire qu'il y a des républicains comme Ron DeSantis, gouverneur de Floride. Il n'est pas exactement ami maintenant. Alors, je crois que c'est pour ça qu'il ne va pas avoir une position, un poste très, très important dans le gouvernement de Donald Trump. Alors, il faut se rappeler de ça. Donald Trump, il pense à l'avenir et comment est-ce qu'il peut être influent au sein du parti après son mandat. Je vais faire un tour de table. Je commencerai par Gérald Olivier. On a vu que l'appareil de politique internationale a été le premier dont s'est occupé Donald Trump. Nous avons un secrétaire à la Défense, il y a un conseiller à la Sécurité nationale, il y a un directeur de la CIA, il y a une directrice, Tulsi Gabbard, du renseignement national. Il y a également un garde des Sceaux. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que Donald Trump considère qu'il a reçu un mandat, ce qu'on appelle un mandate en anglais, un mandat du peuple américain. Il a clairement fait savoir que ce qu'il entendait faire s'il était élu, aussi bien sur le plan international que sur le plan de la politique intérieure. Et il y a des secrétaires, je pense au secrétaire du Pentagone, à M. Pete Hegseth, et je pense à l'attorney général, à M. Matt Gaetz, qui sont deux nominés très, très controversés. Et leur rôle sera justement, je dirais, de mettre un petit peu d'ordre dans leur ministère, parce que c'est ceux qui récemment ont été les plus contestés et où on a pu observer, je dirais, un certain détournement de l'appareil politique aux dépens notamment du parti républicain et des conservateurs aux États-Unis. Donc il y a différents rôles qui ont été assignés et certains ont un rôle sur la scène internationale, d'autres ont un rôle beaucoup plus, je dirais, sur le plan de la politique intérieure et beaucoup plus même du fonctionnement de Washington. Hicham Ouassadid, Gaza et l'Ukraine, premiers objectifs donc pour le président élu et aussi quid des relations, des relations entre les États-Unis, le Maroc et aussi peut-être un mot sur l'Afrique. Oui, en fait, je pense que la région du Maghreb ou la région de l'Afrique ne sera pas en fait une priorité ou la grande priorité en fait des affaires étrangères américaines. Pour le moment, ça ne serait au moins pour la première partie du mandat. Par contre, en fait, ce qui va se faire, c'est que c'est-à-dire les grands efforts en fait au niveau de la gestion des guerres ou des conflits au niveau international vont se concentrer beaucoup plus au niveau du dossier de l'Ukraine, mais aussi de l'autre côté du globe dans le conflit au Moyen-Orient. Ils vont essayer vraiment de mettre beaucoup plus de pression diplomatique et politique pour régler ça d'un point de vue diplomatique, mais tout en minimisant en fait l'engagement financier, militaire et tactique, etc. Maintenant, au-delà en fait de ces deux dossiers, il y a aussi c'est-à-dire la préoccupation en fait politique et stratégique pour cette administration, c'est les relations entre Washington et Pékin. C'est-à-dire avec la nomination de Marco Rubio à la tête comme secrétaire d'État,
on connaît très bien ses positions radicales vis-à-vis en fait des relations entre les États-Unis et la Chine, mais aussi en fait ses positions par rapport à un certain nombre de dossiers à l'international, dont en fait celle entre Washington et Rabat. Et je pense qu'il y avait quand même un premier fondement, des premières balises qui ont été construites vers la fin du mandat de Trump, ce qui va faciliter en fait cette reprise ou ce redémarrage en fait dans les relations entre l'administration Trump et Rabat pour qu'il continue en fait les projets dont tu voulais en fait continuer lorsqu'il était président des Américains lors de son premier mandat. Donc je pense que la région du Maghreb ne sera pas une grande priorité durant le deuxième mandat de Trump, mais c'est-à-dire des choix stratégiques peuvent se faire à l'intérieur de sa politique internationale et je pense que le Maroc en fait apparaîtra sur cette carte de choix stratégique pour le secrétaire d'État et je pense qu'un deuxième partie en fait des projets seront en cours lors de ce deuxième mandat entre Rabat et Washington. Exactement, deuxième mandat donc qui prendra officiellement qui sera entamé à partir du 20 janvier, date à laquelle Donald Trump prêtera serment. Merci beaucoup, Calvin Dark. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Gérald Olivier. Et mes remerciements vont aussi à mon invité depuis Vancouver, Hicham Moatalid. Merci, messieurs, d'avoir enrichi ce débat ce soir. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.